مراجع عدة مراجع. أنا كنت معها تناقشنا في الموضوع، بغيت نسقي معها. أنا قريت كتاب واحد على أمر عبد القادر تاع تشرشي، قريت كتاب واحد بغيت نناقر فيها، وبعد قالت لي السيفليتي الأمر عبد القادر كتبوا عليه مئات الكتب، راك بعيد. Bon, j'ai compris un petit peu et de là j'ai appris avec elle. On apprend beaucoup avec madame. الله يعطيك الصحة madame. Vous passez tous nos honneurs, tous nos respects. تفضلي مشكورة ولا تبالي في المكان ديالك كذلك. تفضلي مشكورة. Je vous remercie. والكل صحيتو خاطر ما نعرفش العربية نحضر الدارجة نتاعنا. D'abord, je vous remercie. صحيتو بزاف اللي راكي هنا. Je suis très fière, très honorée et surtout qu'il y a beaucoup de jeunes et pas mal de femmes, ce qui n'est pas très courant. Je les remercie beaucoup. Bien, alors aujourd'hui, on est là pour parler de l'émir Abdelkader. Je ne vais pas vous ennuyer avec ce que vous avez déjà entendu, quand est-ce qu'il est né, où il est né, il s'est battu à Oran, il a gagné la guerre contre le général Trézel à la Makta, et non. Je vais simplement parler de ce qui s'est passé dans notre région, que tout le monde connaît bien, peu ou pas du tout. غير نقول لكم تما كل المونتانيا كي الفوق في جبل كركر شكون اللي يعرف اسم ديالنا؟ ما تعرفوا جبل كركر؟ ما تحشموش؟ تعرفوا؟ يا بني وهذيك لا نعرفش اللي راه تماني المونيمون qu'est-ce qu'il représente? C'est vraiment, il représente un colonel montagnais qui est tombé c'est la bataille entre lui et voilà, c'est tout. Alors moi je vais vous expliquer un peu pourquoi ces batailles que l'émir a menées ici dans notre région, puisqu'il ne pouvait plus se battre à l'est, puisque Bugeaud a brûlé les villages, il les a rasés, il a enfumé les populations, il a vidé les silos de grains, de blé, il a tué le bétail, il a brûlé la terre, donc il n'avait plus de possibilité de vivre. La Sasmala a été prise par le duc d'Oman, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par traîtrise. C'est par la traîtrise d'un chef de tribu qui a mené le duc d'Oman à l'Asmala. Il faut bien savoir que l'émir ne se battait pas seulement contre les Français, il se battait aussi contre des tribus qui refusaient qu'il soit leur chef parce que c'était un jeune. Et lui, ce qu'il voulait, c'était l'unité. Il voulait créer une nation. Et quand on crée une nation, eh ben, il y a des lois, il y a des règles. Ce que les tribus refusaient. Elles préféraient rester telles qu'elles étaient, c'est-à-dire s'entretuer entre elles, faire des razzias, et c'est tout. Elles ont préféré faire allégeance à la France pour avoir des privilèges. Et donc, l'émir était obligé de se battre et contre les Français et contre ces tribus-là. Donc, quand Bugeaud a brûlé toutes les terres qui lui restaient plus rien, qu'en plus, le traité de la Tafna a été foulé par les Français, il a été obligé de venir se battre ici. Il se réfugiait au Maroc. Il se réfugiait au Maroc et de là, il faisait des excursions pour combattre les Français. Donc, ce que je voulais faire, moi, dans cette conférence, c'est le lien qu'il y a entre la présence de l'émir dans notre région et le fait que la ville de Nemours, qu'on appelait d'abord Jma'a Kassaoué, n'existait pas. Il n'aurait peut-être jamais existé sans lui. Pourquoi? Parce qu'à Tlemcen, il y avait le général Cavegna. À l'Ibroma, il y avait le lieutenant-colonel de Barral. Ici, il n'y avait rien, mais il y avait des troupes à la frontière marocaine qui dépendaient et de l'Ibroma et de Tlemcen. Alors, il faut savoir que l'armement et tout ce qui concerne le ravitaillement pour l'armée française venait d'Oran. Alors vous imaginez un peu le route d'Oran-Marigny en 1844. Et puis des soldats qui se promenaient dans la région sont venus jusqu'ici. De Marignan, ils sont venus jusqu'ici. Ils ont vu une très jolie plage. Ils ont été voir leurs officiers supérieurs. Ils leur ont dit voilà,
peut-être qu'il y a un moyen de faire venir les ravitaillements d'Oran par bateau. Il fallait voir. Les officiers sont venus et ils ont vu. Ils ont appelé Pujol. Le Pujol est arrivé. Il est resté 3 jours et il s'est dit effectivement, finalement, on peut faire un poste pour l'armée. Donc, il est resté 3 jours. Ils ont préparé le terrain. Vous savez, dans là-haut, c'était déjà un fort à l'époque, avant qu'il soit ce qu'on a connu après. C'est un fort qui date de l'invasion arabe. Je dis invasion parce que c'était quand même une invasion, même si nous avons ramené l'islam. Donc c'est un fort qui date de très très loin. Donc les officiers, on en fait leur poste, ils ont fait leur PC. Les soldats, ils l'auront construit simplement des baraques en planche pour le long de la colline, de ces personnages. Mais Pujol, lui, pour lui, il ne construisait pas la ville. Hein. Il faisait un poste, on fait la guerre, on la gagne, on s'en va. La Mauricière, lui, il a vu le potentiel qu'il y avait à faire une ville. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les habitants de Tours avaient des terrains cultivés. Là où il y a de Bzalamé, de Briers et tout ça, c'était que des jardins. Mais il y avait des jardins avec des bananiers, des goyaviers, tous les fruits qu'il y avait de la culture, il y avait de tout. Il y avait de l'eau. Et puis il y avait un terrain suffisamment grand pour construire une petite ville. Il a demandé l'autorisation au ministère de la Guerre pour construire une ville. Et il n'en a pas demandé à Pujol. Pujol n'a rien dit, puisqu'il a eu l'autorisation. D'autant plus que lui, quelques temps après, il a donné sa démission parce qu'il savait qu'il allait être destitué. Et son grand regret, c'est de ne pas avoir attrapé l'émir, quand même. Hein. Bien. Et bien c'est de là qu'est partie la construction de la ville de Djemra Ghazawet, puisque Djemra Ghazawet est devenu Nemours en 1846. Donc l'émir, lui, il rentrait ici pour combattre les Français. Le lieutenant-colonel de Montagnac, le fameux de Montagnac, habitait donc en haut. Ces soldats étaient en bas. C'était un ambitieux. C'était à l'époque, l'armée d'Afrique, c'était l'armée la plus importante. C'était celle qui était vraiment à la pointe à l'époque. Et lui, il faisait partie de ses plus brillants officiers. Il avait 43 ans, pas tout à fait. Donc, Pujol a démissionné, la Mauricière est devenue, qui était général, c'est lui qui est devenu le gouverneur d'Oran, et il a laissé au lieutenant de Montagnac de gérer la ville, la construction de la ville. Seulement, lui, ce qu'il voulait, c'était attraper l'émir. Construire une ville, c'est bien, mais attraper l'émir, c'est mieux. Il avait des espions qui lui disaient où était l'émir, ce qu'il faisait, quand est-ce qu'il rentrait. Mais c'était toujours trop tard. Quand il arrivait, il n'y avait plus personne. Et puis une fois, il y a le Khadet Aswahia, il est venu au Khalou, tiens, l'armée, l'émir, va rentrer du côté de Sidi Bouchinel. Et il n'a que 200 cavaliers. Il n'en a pas beaucoup. Montagnac, on avait 426 soldats. C'est tout ce qu'il avait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une lettre à deux baraques, les Tamir Romains, en lui disant, voilà, je vais sortir pour attraper l'ennemi, et il faut que tu m'envoies des soldats, au moins 300. Et en même temps, deux baraques écrit à de Montagnac pour lui dire, le général Cavaignac a des problèmes avec les habitants de Drama, qui lui faisaient des problèmes, et qu'il a besoin d'au moins 300 soldats. Eh bien, pour une raison que tout le monde ignore, les deux messages sont arrivés en retard, à l'un comme à l'autre. Alors, de Montagnac, ne voyant pas arriver des soldats, il décide de sortir tout seul. Il laisse quelques soldats dans le fort et il emmène ses 426 hommes. Et de là, il part. Il s'arrête à Ouettaouli, à Ouezlama, du côté de Sidi Bouchinel. Il arrête chez le Capco, et là, le Capco vous regardez. L'émir était là avec 2000 cavaliers. Ils se sont battus. Le lieutenant-colonel de Montagnac a reçu une balle dans le poumon et il est mort. Il y a 150 soldats qui sont morts avec lui, là où il y a la colonne.
Avant d'arriver là, il y a un petit groupe qui est resté, Sidi Tahar, que vous connaissez tous. Seulement Sidi Tahar, ce n'est pas une enceinte où on peut se défendre. Ils ont décidé d'aller à Sidi Ibrahim. Et c'est là que pendant 3 jours, il restait 80 chasseurs. Il restait 80 chasseurs, puisque l'émir en avait fait 95 prisonniers d'un coup, en plus ceux qui sont morts. Donc les 80 chasseurs ont tenu tête à l'émir pendant 3 jours. Et puis l'émir a dit, bon, moi je ne vais pas rester à perdre longtemps, la faim et la soif va les faire sortir du Marabout. Et puis le 3e jour, malgré leurs blessures, malgré la faim, malgré la soif, au petit matin, ils ont réussi à sortir pour essayer de rejoindre Jemra Razaouet. Donc de là, ils sont passés par le petit Oued, ils sont arrivés à Oued Ziri, près de la source, où il y avait des femmes. Et ces femmes les ont encore attaquées. Ils ont essayé de se sauver, et quand même, elles ont continué à les pourchasser. Donc sur les 80 chasseurs, 16 sont restés survivants. Ils sont sautés de la colline en bas. Là, plus tard, il y a eu le tombeau des draps. Sur les 16, 13 sont morts, 3 sont restés survivants, mais un seul a vraiment survécu. Donc sur les 426 hommes que De Montagnac a voulu opposer à l'émir, 95 ont été prisonniers, 80 sont morts à Oued-Ziri, 81, plus les 152 qui étaient morts avec l'émir sur la colonne. Donc, de ce temps-là, donc après, Montagnac, il y a 2 villes, il y a 2 maisons historiques à Razaouet. La première maison militaire, c'est la maison Montagnac. Il n'a pas eu le temps d'en profiter, il a habité le 9 avril et il est mort le 23 septembre. Et la deuxième maison civile, cette fois-ci, qui est la première maison civile, c'est la maison qu'a construit le premier maire de Nemours, qui est en face du jardin public et derrière il y a l'usine de Falcon. Parce que plus tard, ce sont les Falcon qui l'ont acheté, ils l'ont appelé Villa Falcon et ils en ont fait un hôtel. Et derrière, ils ont construit leur usine. Voilà, donc si l'émir n'était pas venu combattre dans notre région, si la plage de Jemra Razaouet n'avait pas été un point stratégique, eh bien nous ne serions peut-être pas là pour en parler. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais vous dire aussi une chose. Après cela, il ne faut pas oublier que l'émir a été très démuni par le fait qu'il a perdu beaucoup de soldats quand Sasmala a été prise, que le roi du Maroc ne lui donnait plus la possibilité, ne lui donnait plus d'aide, et il n'avait plus d'armes, plus d'armée véritable, plus de nourriture, plus rien. Et s'il a été obligé d'arrêter les combats, c'est parce qu'il savait qu'il était arrivé à la limite de sa puissance. Il a demandé conseil aux sages. Il savait très bien que continuer le combat, ça aurait été une folie. Parce qu'il aurait mené toute sa daïra à la perte. Les enfants, les vieux, les femmes, les soldats qui restaient. Et il était pourchassé, pendant tout ce temps-là, il était pourchassé par les armées du roi du Maroc. Ils ont essayé de l'assassiner, ils sont tombés sur sa daïra. Il y avait de ce côté-là les Français, de l'autre côté les Marocains. Il était pris entre 2 feux. Et puis il a dit, lorsque Dieu a dit, tu prends ton épée et tu combats, j'ai pris mon épée et j'ai combattu. Et là, il me dit, eh bien tu baisses ton épée, tu as un autre destin qui t'attend. Il a une citation, c'est « Je n'ai pas fait des événements, ce sont les événements qui m'ont fait. » Parce qu'il faut savoir que lui, il n'était pas du tout destiné au combat, à la guerre. Il était plutôt pour l'enseignement, il voulait enseigner, apprendre, lire. C'était un grand lettré, un grand soufi, un homme qui avait la foi, qui était très croyant.
mais un vrai croyant. Il était très tolérant. Il avait des amis de confessions différentes. Même quand il était en France, il avait des amis ecclésiastiques chrétiens, il avait des amis juifs, il avait des amis protestants, parce qu'il estimait qu'on croit tous à Dieu d'une façon différente. Et donc il avait une tolérance envers tout le monde. Ces prisonniers, il ne les battait pas, il ne les torturait pas. Il leur donnait à manger. Et quand il n'y en avait plus, il les renvoyait chez eux, à l'armée française. Et c'est lui, vous connaissez tous la charte de Genève concernant les prisonniers, ils n'ont fait que copier ce que l'émir avait fait lui-même. À savoir que les prisonniers ne doivent pas être torturés, ils ne doivent pas être frappés, ils doivent être nourris. Chaque fois qu'un Algérien ou un soldat trouvait un Français, qu'il soit soldat ou civil, il devait le lui ramener, ni blessé, ni battu. Et cela, il le tenait vraiment, ça lui tenait vraiment à cœur. Lorsqu'il a appris que les femmes de Oued-Zélé avaient tué les soldats français, il est rentré dans une colère folle, parce qu'il estimait que quand on tue pour ne pas être tué. Mais un soldat blessé, vaincu, ne doit pas être achevé. Pour lui, c'était important. Voilà. Et on en vient à cette fameuse reddition qui n'en est pas une, puisque la Mauricière, le général la Mauricière a accepté les conditions de l'émir. C'est-à-dire, je cesse les combats, mais à mes conditions, je veux aller en Syrie, je veux aller à Saint-Jean d'Arc ou à Damas. La Mauricière a accepté les conditions de l'émir. Il a dit au duc d'Aumale, voilà, j'ai donné ma parole à l'émir et le duc d'Aumale a entériné. Ils ont signé chacun un papier que chacun a gardé. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils se sont rencontrés au palmier, l'émir est parti faire ses deux prières à Ibrahim. Il est revenu ici à Djemra Razawet pour sa dernière nuit. Et normalement, le bateau qui devait l'emmener à Saint-Jean d'Arc ou à Damas devait l'emmener directement de Djemra Razawet. Or, ils ont fait une escale à Oran, ils ont changé de bateau en lui disant qu'il y avait des problèmes techniques qu'on pouvait prendre ce jour-là, et il s'est retrouvé à deux. Et cette partie de l'histoire, la prison, ensuite Bous, ensuite Damas, pourrait faire le sujet d'une autre conférence. Je vous remercie, mais... Si vous le permettez, je vais vous lire une lettre. Une lettre que l'émir a écrite quand il était en prison au général la Mauricière. 1867. Oui, la date est là, je vais là. Alors, voilà, cette lettre, je vous la lis, même si vous la trouvez un peu longue, c'est pour vous montrer, pour vous démontrer la dignité, la fierté de l'émir qui a toujours refusé, il a toujours refusé de renier sa parole. Parce qu'il ne faut pas oublier que ici, pendant qu'il combattait, Bugeaud lui avait offert 1 million de francs. 1 million de francs à l'époque. Vous imaginez, 1 million de francs, il a refusé. Quand il était en France, on lui a offert un château, des terres, de l'argent, pourvu qu'il renie sa parole. Il a refusé. Il leur a dit, si vous m'apportez tout l'or du monde dans le coin de mon bureau, je refuserai. Vous mourrez avec votre parole, et je mourrai avec la mienne, et je la rendrai pas. Et cette lettre, elle est très importante, je vais vous la lire. À celui dont la parole n'est point susceptible de changement, il s'adresse donc au général Ambricière qui est devenu ministre de la guerre. Donc, à celui dont la parole n'est point susceptible de changement et qui ne peut enfreindre le pacte qu'il a formé, dont la personne est célèbre tant en Orient qu'en Occident, et le nom répété dans toutes les langues, à notre ami et à notre frère fortuné de la Mauricière.
Que le salut soit sur toi, salut dans lequel se réunissent et les félicitations et les compliments. J'ai rendu grâce à Dieu en apprenant qu'après avoir triomphé de ceux qui suscitaient le trouble, c'est à toi qu'a été dévolu le soin d'assurer le bonheur de la France. Je me suis donc réjouie de ta nomination au ministère, convaincue qu'elle aurait pour résultat ma liberté. Aussi, beaucoup de Français sont-ils venus me trouver et m'ont dit « Tu peux te considérer comme libre, car ton ami, celui qui t'a donné sa parole, est dans un rang élevé et tel qu'il n'est pas de puissance plus grande que la sienne. Tu es en effet aimé de tous les Français, et notamment des membres de la Chambre, en raison des grands services que tu as rendus à l'État. Et tu peux accomplir des choses bien autrement difficiles que celles à l'égard de laquelle tu t'es engagé vis-à-vis de moi. Cette parole, les populations de l'Orient et de l'Occident, de la terre et des îles, la connaissent. Il faut donc que tu me retires de l'oubli où je suis plongé, car je suis comme l'homme que l'on a jeté à la mer. Mais le salut me viendra de ta main. La plupart ne comprennent pas ma situation et prétendent que je suis venu aux Français par force et par contrainte. Ils ajoutent que c'est toi qui, te mettant à ma poursuite, m'as réduit aux abois. Il convient que tu leur fasses connaître la vérité, que tu leur dises que si tu n'étais arrivé avec tes promesses, je ne serais pas venu à toi, que tu étais éloigné de moi lorsque les pourparlers avaient lieu entre toi et moi, que la distance qui nous séparait était d'au moins 10 heures de marche, que les pourparlers ont duré 40 heures, que le chemin du Sud m'était ouvert, ainsi que celui qui m'aurait conduit chez les Berbères, que j'avais la faculté d'aller où il me plairait, même de me remettre entre les mains du sultan du Roi, qui, loin de me faire mourir, m'aurait au contraire comblé de bienfaits. Les Français prétendent encore que cette question de mon envoi en Orient est nouvelle. Dis-leur que maintes fois les chefs français m'ont invité à prendre ce parti, qu'ils ont dirigé vers ces contrées nombre d'individus tombés en leur pouvoir, qu'ils y ont envoyé mon ancien khalifa Ben Salem. Dis-leur combien de pourparlers ont eu lieu à différentes époques entre eux et moi à ce sujet. Dis-leur encore que j'entre les mains ton écrit constatant que les Français acceptaient toutes les conditions, que tu as engagé la parole de la France, que le prince d'Alger a sanctionné ses engagements. Ajoute enfin que je suis un homme mort pour le monde, que je jure par les serments les plus sacrés que je ne susciterai pas la discorde parmi leurs sujets d'Algérie, arabes ou kabyles, musulmans ou juifs. Dieu t'a donné la puissance, et il n'est personne qui puisse admettre une excuse de ta part si tu ne me rends pas ta liberté. Explique donc toute cette affaire aux Français, dont l'honneur est célèbre parmi tous les peuples. Il est impossible que, la comprenant, il ne me fasse pas mettre en liberté. Si tu ne le fais pas, que la honte en retombe sur toi, qu'aucun homme n'ajoute plus fois ta parole, que, grand, petit, personne n'ait plus pour toi aucune considération. Salut de la part d'Abdelkader, fils de Mehdi, daté du 7 du mois de Chaban 1264, 9 juillet 1848. كنت عليها غاير يا عبد القادر بن محي الدين الإمام يا أمير البطال راهي أرض الجزائر يا عبد القادر حرة وتهدي لك السلام يا أمير البطال راهي أرض الجزائر يا عبد القادر حرة وتهدي لك السلام
أبطالك قاموا بثورة من بعدك خرجوا المحتل من بعدك خرجوا المحتل أرضك راهي اليوم حرة والراية في السماء تهلل والراية في السماء تهلل أبطالك قاموا بثورة من بعدك خرجوا المحتل من بعدك خرجوا المحتل أرضك راهي اليوم حرة والراية في السماء تهلل والراية في السماء تهلل انت وصيت حرروها ارض الجزائر يا عبد القادر ولو بعد 100 عام يا امير البطال راهي ارض الجزائر يا عبد القادر حرة وتهدي لك السلام فوق 17 سنة وانت بجهاد مستمرة وانت بجهاد مستمرة والمقطع والدفنة عبرة لمن يعتبر عبرة لمن يعتبر فوق 17 سنة وانت بجهاد مستمرة وانت بجهاد مستمرة والمقطع والدفنة عبرة لمن يعتبر عبرة لمن يعتبر ما زال الشعب في طريقك للعلا ساير كنت عليها غاير يا عبد القادر بن محي الدين الإمام يا أمير البطال راهي أرض الجزائر يا عبد القادر حرة وتهدي لك السلام يا أمير البطال راهي أرض الجزائر